Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie d'Emmanuel Guimard. Bonjour Manu. Bonjour Sylvie, heureuse d'être avec toi, de passer un peu de temps ensemble parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo et là, ouais, le thème me plaît bien. Moi aussi. Alors on a choisi avec Manu qui est artiste de vous parler justement de créativité et en particulier de toutes ces fausses idées, ces fausses croyances qui font que souvent on croit n'être pas créatif ou n'avoir pas de capacité dans le domaine créatif, alors que en discutant avec Manu, on s'est rendu compte que souvent on est créatif, simplement on ne le reconnaît pas parce qu'on n'est pas créatif au sens traditionnel du terme, ce sens traditionnel qui limite justement un peu la créativité à certains aspects. Et ça ne nous semble pas juste. En tout cas, ce n'est pas l'expérience qu'on a, ni l'une ni l'autre, de la créativité. Donc, on s'est proposé d'explorer avec vous ce qu'était pour nous la créativité et peut-être d'élargir un petit peu cette notion étriquée qu'on peut avoir et qui nous fait croire qu'on n'est pas créatif. Alors Manu et moi, on part du postulat que tout le monde dans la vie est créatif, simplement on n'est pas tous dans le même domaine et que déjà, souvent la première fausse idée, c'est de croire que la créativité, c'est seulement quelque chose qui s'exprime dans le domaine artistique. Alors pour Manu comme pour moi, c'est vrai qu'on exprime notre créativité effectivement dans un domaine artistique, mais en discutant, on se rendait compte qu'il y a plein de gens qui sont créatifs dans d'autres domaines que l'art. Alors, Manu, je te laisse rebondir là-dessus et puis nous donner quelques exemples, par exemple. Alors créatif, ouais, moi je connais des jardiniers qui sont super créatifs, dans leur, façon de jardiner, d'organiser leur jardin et tout, de récolter des légumes. Enfin, moi je suis admirative devant, ce genre de personnes. Après on peut être créatif, quand on fait un dessert, je sais pas moi, quand on décore son intérieur, bah, dans vraiment, tous les domaines. J'ai pas, de domaine précis, mais c'est dans la vie de tous les jours, on fait preuve de créativité, quoi, hein. Voilà, c'est pas forcément artistique, ça peut être des gens qui bricolent, ça peut être des Ouais. artisans qui aiment travailler une matière, ça peut être, comme l'a dit Manu, la cuisine, la couture. Je pense à des personnes, par exemple, qui aiment la photo et qui font des albums photos avec du scrapbooking. J'ai un ami qui fait ça, il fait Ouais. des albums photos magnifiques, totalement originaux, uniques à chaque fois. Et pour moi, en faisant ça, il exerce une Mmh. forme de créativité. Il y a aussi des gens qui vont être créatifs dans des domaines même immatériels. Ils peuvent être créatifs au niveau thérapeutique, ils peuvent être créatifs dans la gestion d'une entreprise, ils peuvent être créatifs en termes d'innovation pédagogique. Donc on se disait avec Manu que pour nous, la créativité, c'était plus une capacité à se servir en fait de tout ce que la vie nous amène comme matière et comme situation pour tout le temps être capable de l'utiliser, de créer du nouveau et de ne pas rester coincé sur quelque chose qui fait obstacle, qui crée problème. Et c'est en ce sens-là qu'on trouve que c'est très utile de développer sa créativité. D'abord parce qu'on se fait du bien à soi et aux autres, s'ils profitent aussi de ce qu'on a créé. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont une créativité géniale dans le domaine du handicap, qui créent des outils, du mobilier, des choses qui vont simplifier la vie des personnes porteuses de handicap et de leur famille. Donc déjà, on se fait du bien et en plus, c'est une capacité qu'on va pouvoir transposer dans plein d'autres domaines de la vie et qui va nous aider à tout le temps accueillir l'imprévu, on va dire, et Dieu sait qu'on en a en ce moment dans nos vies, non pas avec peur et insécurité, mais plutôt en le prenant un peu comme un défi à créer, à inventer quelque chose de nouveau. Et Manu en parlait en termes d'impermanence. Peut-être ce serait bien que tu expliques ce que tu me disais en caméra off par rapport au rapport entre la créativité et l'impermanence. Mais en fait, enfin moi en tant qu'artiste, je suis pas créative, 365 jours de l'année, quoi. Ça marche pas. Et si, je me relie pas à un moment ou à un autre, à la nature, qui enfin moi c'est ma source vraiment d'inspiration, et puis de purification, enfin je vais me recharger, quoi. Et sans elle, je peux pas créer, toute la journée, quoi, ça serait impossible. Et il y a des périodes où j'ai plus envie, surtout, en été. J'ai envie d'être dehors, de passer du temps à observer la nature, à enfin, faire du sport, et tout. Et je trouve que c'est indispensable parce que, on peut pas créer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et voilà, du coup, c'est des cycles, on va être,
là, à un moment, et puis après on redescend et on remonte, et ça fait que ça. Mais c'est pareil pour, je sais pas, notre forme physique, c'est pareil pour, tout plein de choses, quoi. Faut accepter, qu'on n'est pas, toujours au top, et puis, que de toute façon, même quand on est dans le creux, c'est jamais, négatif, quoi. C'est toujours, enfin, on va puiser des choses, peut-être au fond de nous ou ailleurs et tout, qu'on va ramener, pour créer. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'inspire vachement, c'est quand je pars, en vacances, quand je change de lieu et tout, et rien que le fait de se déconnecter de notre environnement, de tous les jours, ça nous apporte, plein de créativité, quoi. Waouh, ça c'est nourrissant, en fait, hein. Donc c'est super important aussi, ben, d'aller voir ailleurs, d'observer, de faire des changer ses habitudes pour pouvoir, être créatif. Et on va, je sais pas moi, ben, par exemple, moi je suis toujours dans la cuisine et la pâtisserie parce que je suis une gourmande, mais on va aller ailleurs, on va goûter des nouveaux plats, on va, je sais pas quoi moi, et on va ramener ça chez soi, et hop, on va oser, faire de nouvelles choses, créer de nouveaux plats, de nouveaux desserts, en s'inspirant de ce qu'on a vu, quand on était ailleurs, quoi. Et Voilà, c'est pour ça qui est pour excuse-moi, tout je pensais que tu avais fini, vas-y. Non, vas-y, vas-y, c'est Non, bon. bah, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des moments où on a l'impression qu'on n'est pas en train de travailler, on n'est pas en train de créer, et en fait, on est quand même encore en train de nourrir sa créativité, comme le disait Manu, quand on voyage, quand on se repose. Et c'est la deuxième croyance qu'on voulait souligner après le fait que la créativité, c'est forcément artistique. Pour nous, une autre croyance limitante, c'est que on n'est pas, enfin, c'est pas qu'on n'est pas créatif tout le temps, c'est qu'on n'est pas productif tout le temps. En fait, la créativité, comme l'a dit Manu, c'est vraiment un processus, un cycle qui va être alimenté en permanence, même à des moments où, comme elle l'a décrit, on n'en a pas conscience. Simplement, eh ben, il y a des moments où ce processus il est à son début, donc on n'est pas déjà en train de matérialiser quelque chose, on est en train de préparer, c'est en gestation. On n'est pas comme des mères qui mettraient chaque jour un nouvel enfant au monde. Pour faire un enfant, ça prend 9 mois, et pour prendre une œuvre, ça peut aussi, pour faire une œuvre, je vais y arriver, ça prend aussi quelquefois du temps. Et quelquefois, ce qui nous bloque, c'est qu'on a l'impression qu'on ne fait rien, qu'on ne produit rien, alors qu'en fait, on est quand même encore dans le processus créatif. Simplement, on n'est pas dans la phase où on est en train de matérialiser. On est dans la phase d'inspiration où on reçoit, ou comme dit Manu, on va aller voir ailleurs, on va peut-être aller voir des expos, on va peut-être faire complètement autre chose, comme elle le dit, en partant en vacances, en allant dans la nature. Je lui ai raconté un exemple d'une fois où moi j'étais à la piscine en train de siroter quelque chose au bar qui est à l'intérieur de la piscine. J'observais ce qui se passait dans les bassins. J'ai vu une scène très belle avec une famille qui arrivait avec un enfant handicapé en fauteuil roulant. Et je me disais, ah, cette scène, ça pourrait faire l'objet d'une histoire ou d'une nouvelle, par exemple. J'aurais eu envie de la raconter. Finalement, je n'ai pas choisi de raconter cette scène, mais ça aurait pu. Alors qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout en train de chercher des idées ou de l'inspiration, j'étais juste en train de me relaxer et de profiter de mon moment piscine. Et troisième chose, justement, puisque je cite cet exemple, on n'est pas non plus, comment dire, j'ai perdu mon fil, c'était par rapport aux handicapés. Oui, on n'est pas obligé non plus d'aller tout le temps au bout du processus. Il y a des gens qui croient que quand on crée toujours des œuvres abouties qui sont toutes destinées à être exposées ou publiées ou réussies. Voilà, je trouve que c'est ça un peu le troisième mythe qui peut être très frustrant et très limitant. Certaines personnes croient qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée tout le temps et qui en plus va au bout de tout et réussit tout. Alors ça, je crois que Manu comme moi, on peut dire que ce n'est pas le cas. Nous, on voit vraiment la créativité comme un champ d'expérience, et on sait très bien que quelqu'un qui fait des expériences, il va aller au bout de certaines, il va réussir certaines, il va, entre guillemets, rater certaines, en tout cas ne pas en être satisfait. Et c'est ça justement qui va lui demander, qui va l'inciter à essayer autrement, et qui peut-être va l'amener sur une piste qu'il n'aurait pas pensé à explorer au départ. Je suis sûre que Manu, tu as plein d'exemples dans ce sens-là. Non, ouais. Alors moi, personnellement, j'ai mis des années, avant d'aboutir, enfin, avant de trouver ma technique, par exemple, de dessin et pour dessiner les animaux. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut tester plein de choses pour trouver ce qui nous convient. Et heureusement que j'ai pas fait les beaux-arts, parce que peut-être que je serais pas arrivée à ce truc. Non, mais c'est vrai, quoi. Je n'ai rien contre les beaux-arts, hein, c'est pas, le problème, mais je veux dire, j'ai pas eu de protocole, de base, bien établi et tout.
Et du coup, ça m'a permis, d'aller à tâtons, vers telle et telle chose et tout. Et puis, du coup, j'ai travaillé ma persévérance. Il faut beaucoup de patience en fait, hein, parce que, moi j'étais pas, je suis pas née, avec, un crayon dans les mains, je vais pas dire ça, c'est, dire, j'étais pas un petit génie, dès ma naissance, tu vois? Il a fallu que je travaille, que je dessine, parce que c'était ma passion aussi, je pense, et dessiner, redessiner et redessiner et tester, la peinture à l'huile, tester, le pastel sec, tester le pastel à l'huile, enfin bon, tout plein de choses pour arriver au crayon de couleur aquarellable et que j'ai découvert par hasard. Bon, il y a pas de hasard, mais moi, je ne connaissais même pas ce truc et par hasard, je suis tombée dessus et j'ai testé et je me suis dit: «Mais c'est ça, c'est exactement, c'est ce qu'il me faut» et c'est ce qui m'a permis, de dessiner les animaux comme je les dessine parce que ça faisait partie de moi. Il y avait un truc, un lien qui s'est créé avec le crayon, avec le papier. Moi, il me fallait ça, quoi, tu vois? Donc c'est jamais se mettre de limites, pas se mettre de barrières, pas rentrer dans des: «Ouais, tiens, telle personne, elle fait comme ça et ben, moi, je vais faire comme ça». Non, c'est, essayer et puis voir ce qui résonne au fond de nous, quoi, parce que, on peut pas copier, enfin, on peut s'inspirer, mais pas copier, je pense que ça sert à rien, quoi et puis c'est pas parce que la mode, elle nous oriente vers telle chose qu'on doit suivre cette mode, quoi. Je trouve que c'est, aussi se limiter. Voilà. Alors, c'est bien parce que dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a 2 autres, croyances limitantes qui sont écartées, qui sont, rectifiées, on va dire. La première, c'est pour être un artiste, il faut avoir un don. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup ça, le mythe du don. On ne peut être un artiste que si on est né avec la capacité. Toi, tu as parlé du travail, de la persévérance. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'artistes, qui ne naissent pas avec un don, mais qui, comme tu l'as décrit, le cultivent par passion et qui réussissent, à force de passion, à avoir un très bon niveau dans le domaine, où ils ont choisi d'exercer leur art, sans pour autant avoir suivi une formation, une école, un conservatoire s'ils sont danseurs ou musiciens. Et quelquefois, faire justement une école très académique, ça peut au contraire à la fois donner des bases techniques, mais être trop formaté. Et quand on va sortir de là, on ne va savoir travailler que d'une certaine façon. Et ça va être peut-être plus difficile de développer sa créativité quand on a été dressé en quelque sorte, hein, toujours faire d'une certaine façon dans le respect de certaines règles, d'apprendre à s'émanciper en fait de cette structure qu'on a souvent travaillé longtemps, tandis que les gens qui apprennent la musique, le dessin, pour le plaisir et souvent un peu sur le tas avec les moyens du bord, vont être beaucoup plus audacieux dans leur découverte justement parce qu'ils n'ont pas eu ce formatage de départ. Mmh. Et puis, l'autre chose qui émergeait aussi par rapport à ce que tu disais, c'est la question du matériel. Il y a beaucoup de gens aussi qui croient que pour être créatif, alors je sais pas, pour peindre par exemple, il faut acheter des gouaches et des chevalets et des toiles qui coûtent très cher. Je pense à une invitée par exemple de la chaîne qui s'appelle Marie Guibouin, qui est passionnée de photos. Au début, quand elle s'est lancée dans la photo, elle était persuadée qu'il fallait avoir du très bon matériel photo pour faire de belles photos. En fait, elle n'avait pas les moyens de s'en acheter, donc elle a commencé avec l'appareil qu'elle avait et avec les moyens du bord. Et elle s'est rendue compte qu'elle arrivait à créer des choses finalement très chouettes et très proches de ce qu'elle avait envie d'exprimer sans avoir du matériel de compétition. Donc ça aussi, je pense que c'est un peu un faux frein qu'on se met de penser qu'il faut investir dans du matériel très cher. Finalement, il y a beaucoup d'art qu'on peut pratiquer avec du matériel pas forcément professionnel. Manu a parlé de ses crayons aquarellables. C'est vrai qu'elle a de bons crayons, mais ça ne coûte pas une fortune. Et puis, même quand on en achète une boîte, c'est quand même quelque chose qu'on utilise sur un assez longtemps. Et il y a beaucoup d'art, je trouve, où c'est la même chose. Les gens s'arrêtent, se bloquent sur le fait que ça va nécessiter un gros investissement. Et ce n'est pas forcément le cas. Je me souviens de l'atelier de peinture où j'ai animé des sessions pendant des années. La dame qui avait créé cet atelier, elle m'a raconté qu'au début, elle avait commencé à faire peindre ses enfants dans sa cuisine parce qu'elle avait vraiment envie de peindre et de voir ses enfants peindre. Elle n'avait pas d'espace dans la maison qui était fait pour ça. Donc, elle avait suspendu des feuilles au mur et elle les avait fait peindre sur la table et les murs de la cuisine. Et puis, c'était après, en se rendant compte qu'elle avait besoin d'un espace plus grand et qu'elle voulait faire ça avec plus d'enfants, qu'elle avait recherché un endroit qui pouvait être un atelier. Mais son premier atelier, c'était un garage. Ce n'était pas encore un endroit professionnel. Donc là aussi, je trouve que c'est bien de ne pas se laisser limiter par le cadre, l'endroit. Il faut évidemment que vous soyez bien, que vous vous sentiez bien.
quand vous êtes en train de créer. Mais j'ai envie de dire que le créatif, souvent, c'est quelqu'un qui s'adapte. C'est quelqu'un qui a vraiment une espèce de plasticité aux situations. Et justement parce qu'il est habitué aussi à faire ça tout le temps au cours du processus de création et qui va être capable de se créer un petit coin d'atelier, d'adapter sa pratique à la situation. Je peux donner un autre exemple. Moi, quand j'étais jeune maman, j'avais très peu de temps devant moi pour écrire entre 2 tétés ou entre 2 changements de couche. Donc, j'ai adapté le format de mes histoires et je me suis mise à écrire des histoires beaucoup plus courtes. Parce que sinon, c'était trop frustrant pour moi de devoir me couper en pleine inspiration parce que je devais m'occuper de mon bébé. Donc, je me suis dit, je vais écrire des choses très courtes que je peux écrire en un quart d'heure, en une demi-heure, au lieu de partir dans des longues histoires avec plusieurs chapitres. Et ça m'a obligée à aller explorer des genres dont je n'étais pas forcément familière par mes choix naturels, comme par exemple la nouvelle, qui était un genre que je connaissais très mal, mais qui s'adaptait très bien au peu de temps que j'avais. Voilà. Je pense que Manu, tu as aussi sûrement des exemples d'adaptation que tu as dû opérer toi-même. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Oui, en fait, moi, j'adore le modelage aussi, avec de l'argile et j'avais à l'époque, où je voulais en faire, j'en avais pas. J'avais pas de pain d'argile du tout, j'avais pas envie d'en commander, je voulais pas aller au magasin et tout. Donc, je savais qu'il y avait une source, dans la forêt où, il y avait de l'argile. Donc, je suis allée chercher de l'argile et puis, je me suis adaptée quoi et j'ai fabriqué, ce que je voulais fabriquer et c'était génial parce que j'ai pu, passer un super moment, tu vois? M'exprimer, avec du modelage et puis je trouve que c'était vachement valorisant, hein, tu vois, d'aller ramasser sa matière première et puis, d'aboutir alors j'avais pas de four non plus et je me suis dit: «Bah, tant pis, hein, je fais mon truc et puis on verra, je le laisse sécher à l'air et puis on verra ce que ça donne» et en fait, là, ça fait j'en ai, ça fait 3-4 ans, elles sont toujours là, elles sont solides et tout. Alors qu'on va dire: «Ouais, mais il faut faire attention parce que à l'intérieur, il y a des petits morceaux de cailloux et puis ça va casser et puis nanana et puis il faut faire, cuire parce que si tu fais pas cuire, dans le temps, ça va pas durer et tout». Mais non, en fait. Voilà, non, c'est toujours là, c'est toujours, c'est super, quoi et Puis, pareil, tu parles d'appareil photo, moi, c'est pareil. Moi, mes photos, je fais beaucoup de photos, et j'avais un réflexe, qui devenait, un peu obsolète, ancien et je voulais, m'en racheter un et celui que je voulais, valait très cher et je me suis dit: «Waouh» et puis c'est hyper lourd un réflexe en plus et là je me dis: «Ouais, mais quand tu vas dans la nature, plus tu es, légère, mieux c'est quoi», ou alors quand je fais du vélo et tout, je vais pas transporter un truc qui fait je sais pas combien de kilos, c'est encombrant, c'est chiant quoi et du coup je me suis dit: «Bon, je vais prendre mon portable et puis on verra» et au final, quand tu as l'œil, artistique et que tu aies n'importe quel matériel, ça fonctionne. Alors après, tu as des gens qui vont critiquer le fait que, bah oui, le bokeh, il est pas beau, le machin, il est pas beau, mais on s'en fout quoi parce que, eux, eux, c'est des techniciens. Alors qu'en fait, un créatif, c'est pas forcément un technicien. Je dis pas que ça va pas ensemble, hein, mais voilà, c'est pas parce que, on aura le dernier cri des appareils photo qu'on fera une plus belle photo. Enfin, si tu as pas l'œil créatif, si tu as pas l'œil artistique et voilà quoi, ça sert à rien quoi d'avoir du super matériel. on le voit d'ailleurs, des fois, il y a des gens qui ont du super matériel, mais qui n'arrivent pas effectivement à créer avec. Ouais, oui, ça manque, il manque de créativité et voilà et si tu as pas la créativité, quel que soit le matériel que tu as, ça passera pas et quel que soit le matériel même s'il est, basique et tout ça va fonctionner, ça peut fonctionner. Puis j'ai envie de dire que des fois, c'est aussi ça qui va donner justement un côté très personnel à tes œuvres, que tu n'as pas utilisé le même matériel que les professionnels. Peut-être que tes sculptures ou tes céramiques avec le petit grain, le fait qu'il y ait ce petit grain, c'est ce qui fait qu'elle porte vraiment ta marque de fabrication à toi. C'est pas forcément une imperfection, c'est toi qui as choisi de laisser ça en l'état, un peu brut, on va dire. Et puis alors effectivement, je trouve que c'est complètement différent de travailler avec des matières qu'on a créées soi-même qu'avec des matières achetées. Moi, je me souviens d'un stage de peinture sur tissu où la personne nous avait fait fabriquer nos propres couleurs en nous donnant les pigments, en les faisant vraiment à l'ancienne, écraser au pilon, mélanger avec certaines de la colle, certaines de l'eau. Donc du coup, on voyait vraiment d'où venaient les couleurs, comment elles étaient fabriquées, comment on pouvait créer différentes nuances. Il y avait effectivement, comme tu dis, le côté un peu granuleux du fait que c'était des matières brutes qu'on avait broyées, et ça rendait pas du tout pareil que
peindre avec de la gouache ou de la peinture à l'huile lisse qu'on aurait acheté en tube dans un magasin. Et puis, puisqu'on parlait tout à l'heure du coût, évidemment, si vous fabriquez vous-même vos propres matières, non seulement vous allez avoir des textures originales, mais en plus, ça ne vous coûte rien. Manu, elle a parlé de son exemple avec la source et l'argile. Moi, je peux donner un autre exemple. J'ai une amie dans le village qui coud beaucoup, toujours avec des super tissus, parce qu'elle coud beaucoup pour les enfants avec des tissus très colorés. Et dans ces tissus, elle a toujours des petites chutes, des petits morceaux qu'elle ne peut pas réutiliser. Alors, quand ils sont assez gros, elle peut s'en servir pour faire des poches ou des choses comme ça. Puis des fois, c'est vraiment des tout petits morceaux. Et je trouvais dommage qu'elle les jette. Donc, je lui ai dit, écoute, donne-les-moi. Moi, je vais les réinvestir. Je vais faire quelque chose avec. Et en fait, j'ai fait des collages où j'ai mélangé des morceaux de ces tissus, donc les fameuses chutes de tissus, et des morceaux de peinture à moi. Donc, je peignais certaines parties sur du papier que je découpais pour obtenir des motifs, des formes, et je mélangeais ça avec ces tissus. Du coup, ça donnait quelque chose de complètement personnel et inédit que personne ne faisait, puisque personne déjà ne travaillait avec ce mélange de textures ou avec ces tissus-là. Et on a même eu l'occasion d'exposer ensemble à un marché d'art amateur. Et c'était très chouette parce qu'elle exposait ses vêtements sur le stand et moi à côté j'exposais les tableaux et les gens pouvaient faire des raccords entre les tissus des vêtements qu'on retrouvait dans certains tableaux. Donc il y avait comme ça un jeu d'écho entre ses créations et les miennes. Pour moi, c'est génial. C'est vraiment un matériau qui me coûte rien. Ça me coûte beaucoup moins cher que d'acheter de la peinture. Acheter du papier pour mes collages, ça me coûte pas grand-chose non plus. Et ça me permet aussi après de vendre ces créations pas chères. Quand j'ai des gens qui ont de petits moyens, plutôt que de leur proposer de faire un tableau sur un châssis où tout de suite il y a un investissement en termes de matériel où ça va être cher, je peux leur proposer de faire un collage avec ce genre de matière recyclée. Et je trouve que ça donne vraiment quelque chose d'inédit. Et puis, on parlait aussi avec Manu tout à l'heure du plaisir de se faire plaisir et de faire plaisir à l'autre. Alors là, pour moi, il y a aussi le plaisir de recycler, de me dire que j'ai évité du gaspillage et qu'en plus, en recyclant, j'ai créé quelque chose de beau. Donc, je trouve que c'est encore plus jouissif quelque part. Ouais, et puis plus tu es créatif, plus tu es super créatif, en fait. Parce que, du coup, tu vas toujours trouver un truc, tu vois, tu un peu comme un petit génie, tu sais, qui enfin un petit génie fou là, qui trouve des machins, qui assemble et qui et moi, tu vois, ce que je trouve, moi ça m'émerveille de voir tu sais, en Afrique là, je parle d'Afrique et puis sûrement dans d'autres pays, des gens qui récupèrent, qui roulent avec des vieilles voitures ou des trucs, mais incroyables, quoi. Et ils ont toujours, une enfin, un éclair de génie, je sais pas quoi, mais pour réparer et tout, ils sont super astucieux, super, inventifs et tout et ça, mais c'est, waouh, c'est trop chouette parce qu'ils font avec rien, tu vois? Nous, on est dans une société où tout s'achète. Du coup, tu as plus besoin d'être créatif. Tu veux un je sais pas quoi, moi, n'importe quoi, un meuble, n'importe quoi ou une déco et tout, ben, tu as qu'à aller dans le magasin à côté, tu sors ton billet et puis pouf, ça y est, quoi, tu l'as chez toi. Mais voilà, il a pas d'âme parce que, enfin, sauf si tu achètes un artisan, un créateur, mais sinon, moi je trouve que le fait de créer soi-même, tu t'investis et puis, bah, il y a eu l'objet a une âme et c'est une expansion de ton énergie en fait, une extension, pas une extension de ton énergie que tu mets dans l'objet et je trouve que ça fait vibrer, ton intérieur, quoi. Il y a quelque chose qui se passe encore, voilà, quoi. Oui, puis c'est une pièce unique. Si tu l'achètes dans un magasin, ton voisin ou n'importe qui peut acheter le même. Si je repense à mon amie qui était couturière, ses enfants à l'école, ils avaient des vêtements uniques. Personne d'autre dans la classe n'avait les mêmes vêtements. C'était vraiment des choses créées sur mesure. Je me souviens d'une cape aussi, une cape de luting que ma mère m'avait créée l'année où j'étais enceinte, puisque j'étais enceinte en hiver, j'avais mon gros ventre qui rentrait dans aucun manteau. Et ma mère m'avait cousu une cape sur mesure avec des couleurs que je lui avais indiquées. Et cette cape, en fait, je l'ai toujours, je la porte encore 14 ans après. Et quelquefois, quand je sors dans la rue avec, les gens me disent ah, votre manteau, il est génial. Où est-ce que vous l'avez acheté? Je dis ah, on ne peut pas l'acheter, c'est une pièce unique. On peut pas le trouver ailleurs. Donc, il y a effectivement le plaisir de quelque chose qui a été fait sur mesure par vous ou pour vous.
et qui en plus n'est pas, comme tu dis, n'est pas dans le commerce, n'est pas duplicable et qui est complètement personnalisé et porteur d'une énergie particulière, celui du créateur, celle du créateur ou de la créatrice, et puis aussi souvent quand on crée une personne, on crée pour une personne qui nous a passé une commande, on se relie aussi au désir de cette personne. Donc, on entre aussi dans son champ de préférence à elle. Et du coup, quand l'objet est créé, c'est un peu un mélange entre ce qu'on est soi et ce qu'on a perçu de l'autre et de la demande de l'autre. Ouais. Et par rapport aux enfants aussi, tu vois, je trouve que c'est important de leur montrer tout ça, qu'ils peuvent créer plein de choses, qu'ils peuvent, tu vois, faut pas éteindre leur créativité, quoi. C'est vraiment super important de leur donner tout, de leur mettre à disposition des tas de choses pour qu'ils créent, quoi. Et puis si nous, on est créatifs, de toute façon, ils vont nous copier quelque part, forcément. Donc, ils le seront aussi, quoi. Et ça, c'est super important, quoi, qu'ils traduisent, et qu'ils transmettent ça, la créativité. Oui, d'autant que, comme tu disais, souvent les créatifs sont des gens curieux par nature qui vont pas se limiter à un seul domaine, mais qui vont aller en explorer d'autres. Alors, soit ils vont rester dans leur domaine, par exemple, si c'est des gens qui, comme toi, dessinent ou peignent, ils peuvent avoir envie d'utiliser d'autres supports, d'autres outils. Tu dis toi-même que toi, tu as mis du temps avant de trouver l'outil qui était le tien, que c'était pas le pinceau, c'était le crayon, c'était pas le crayon de papier, c'était le crayon aquarellable. Et puis, là aussi, tu as un bon exemple. En plus du dessin, ils vont aller explorer d'autres domaines. Ils vont aller, je sais pas, du côté de l'argile, de la céramique, du vitrail. Et je trouve qu'on retrouve ça aussi beaucoup, par exemple, dans le domaine de l'artisanat. On voit beaucoup de menuisiers qui font en complément une formation de charpentier, de carreleur, de maçon. Comme ça, après, ils peuvent construire toute leur maison. Voilà, c'est souvent des gens qui, même s'ils connaissent déjà bien leur domaine, vont tout le temps s'enrichir et l'enrichir en allant explorer d'autres terrains. Et puis après, quelquefois, en mélangeant en fait les techniques qu'ils ont apprises et en se créant une technique complètement unique, en faisant un mix en quelque sorte de techniques et de matériaux qu'ils ont travaillés. Donc j'ai cité l'exemple de mes collages avec les tissus et papier, mais je suis sûre que c'est valable dans d'autres domaines. Est-ce que tu as, toi, comme ça, des créations que tu as faites en mélangeant des techniques ou en mélangeant des différents arts? Je suis en train de réfléchir. Moi, je suis en Bah, train de réfléchir aux thérapeutes, par exemple, qui font ça beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui se forment à une certaine école, qui après vont aller se former dans une autre spécialité, puis au bout d'un moment, par exemple, s'affranchissent des techniques qu'on leur a apprises pour créer leur propre méthode de soins. ouais. Voilà, les enseignants. Mais est-ce que toi, tu as Après, des exemples comme ça? bah, je sais pas parce que moi, du coup, tu vois, je me rends même pas compte parce que ça fait tellement partie de moi tout ça que je mets pas trop, je cherche pas trop, à extirper, les différentes techniques, mais je sais pas. De toute façon, on Ben si, moi j'ai évolue. un exemple. Tu Ouais. peins beaucoup, par exemple, sur des matériaux naturels. Alors, il faut vous dire que Manu, en termes de créativité, elle a un champ très très large. Manu récupère tout. Elle peint sur des coquillages, elle peint sur des. Qu'est-ce que tu avais fait pendant. C'était pas des pierres? Escargots, des Sur les feuilles escargots, d'arbres, les feuilles ouais, sur les séchées. coquilles d'escargots, Voilà, voilà, c'était à ça que je pensais, les coquilles d'escargot. les coquilles Saint-Jacques, des rondelles de bois, ouais, des feuilles, Voilà, et là, tu vois, tu changes de technique. J'imagine que tu fais pas ça au crayon aquarellable. Là, tu prends de la peinture. alors, peinture acrylique ou crayon acrylique, ouais, ouais, ouais. Oui, je m'adapte, au support. Et puis, Il tu faut travailles aussi avec le obligé, quoi. numérique. Hein. Par Ouais, exemple, tu nous as aussi. aidé quand on a fait le fantôme à lunettes pour retoucher les dessins qui avaient été faits par les enfants. Tu crées des sites. Donc, tu ne travailles pas non plus qu'avec le crayon et des choses matérielles. Tu es aussi créative au niveau numérique. Tu as créé des livres, tu as créé des jeux, on va en parler tout à l'heure. Et tout ça, c'est toi qui l'as entièrement fait à l'ordinateur. Enfin, une C'est vrai. partie sur papier, une Après, partie à l'ordinateur. c'est illimité, tu vois? C'est, vraiment, et puis, moi, j'ai tellement envie de faire tout, d'avoir, tu vois, d'être compétente dans plein de domaines que je vais m'intéresser à tout, quoi. Donc, c'est vrai que je vais faire le dessin, bah, pour mes jeux là, j'ai fait le dessin, sur une feuille, enfin une feuille de Papier. papier, tu vois? Après, ben, j'ai mis la couleur, j'ai, fait la photo.
Après, j'ai numérisé enfin, j'ai mis la photo sur l'ordinateur. Avec un logiciel, j'ai créé la carte, mise en forme, fait le graphisme et tout ça. Et puis ensuite, exportation vers l'imprimeur et puis, voilà. Puis après, ben, tu gères les commandes, les expéditions et tout, tu vois? Tu as un panel super large. C'est clair que en fait, je pense que quand on est à notre compte aussi, on doit être capable de tout faire, de tout gérer et voilà, d'être, vraiment, au top, enfin «au top» entre guillemets quoi, être multicarte. Donc forcément, ta créativité, tu l'exprimes de partout, quoi. Et tu cherches toujours à, en fonction de ce qu'on est nous, notre essence, à faciliter les choses, à t'organiser d'une certaine façon, qui c'est quelque chose qui résonne avec toi. Enfin, tout est en rapport avec ce que tu es, tu vois? On a une façon, par exemple, de créer, notre compta ou tu vois, notre, journal, des comptes, particulière, tu vois? Mais c'est de la créativité aussi ça, même si c'est pas ouais, c'est pas super éclatant, mais ça fait rien quoi. Tu vas faire, en sorte que ça le soit, tu as ta façon de t'organiser, et tout ça, bah, c'est de la créativité, quoi. Alors là, c'est intéressant parce que moi, je suis un petit peu différente de toi. Toi, tu dis que tu aimes bien gérer tout le processus, tout le circuit de A à Z en allant toujours rajouter de nouvelles compétences. Moi, il y a des domaines où en fait, ça me saoule d'avoir à me former. Par exemple, quand j'ai dû créer mon site, j'avais pas du tout envie de me former à l'informatique, etc. Donc, j'ai fait appel à Manu parce que je savais qu'elle avait cette compétence avec le numérique. Pour l'illustration, pareil, quand j'ai buté sur des problèmes avec ces dessins qu'avaient fait les enfants que je ne savais pas comment mettre en valeur, j'ai fait appel aux compétences de Manu. Donc, on peut aussi aller chercher à l'extérieur des compétences, s'associer à des gens. Alors, évidemment, ça a un coût, mais il y a aussi le plaisir de travailler en équipe. Et on voit d'ailleurs les artistes qui souvent font ça en faisant des collaborations avec des gens qui ne sont pas de leur domaine. Il y a des musiciens et des danseurs qui s'associent. Il y a je pense à un reportage que j'ai regardé récemment avec des acteurs qui avaient choisi de mettre en valeur le travail des jardiniers paysagistes. Puisque tu parlais des jardiniers tout à l'heure, ils disaient c'est triste. Souvent, quand on va dans les jardins, on voit la beauté du jardin et on ne pense pas à tout le travail du jardinier et du paysagiste qu'il y a derrière. Donc, en fait, ils ont choisi d'aller lire des textes, souvent en rapport avec la nature et le jardin, dans de beaux jardins, déjà en plein air, plutôt que de le faire sur scène, et en associant à leurs prestations des jardiniers au travail. Donc, en fait, ils ont intégré, par exemple, en termes de bruitage ou en termes d'entracte, des jardiniers qui ratissent, des graviers qui coulent comme des cascades, le bruissement des feuilles. Donc, voilà, je trouvais que c'était une bonne comment dire, une bonne façon de mettre en avant le travail de ces artistes jardiniers qu'on voit souvent un peu seulement comme des techniciens ou des agents de nettoyage et qui pourtant créent de la beauté aussi à leur façon, pas seulement pour créer le cadre d'un spectacle, mais pour participer au spectacle lui-même. Et je trouve qu'on a la chance de vivre à une époque où il y a de plus en plus justement de mixité entre les cultures, mais aussi entre les arts. On voit de plus en plus de collaboration, d'art qu'on n'aurait pas pensé associer. Je pense même par exemple à tout ce qui se fait maintenant sur la scène. On utilise tellement les images. Quand vous regardez aujourd'hui un spectacle, même de chansons, il n'y a pratiquement plus un chanteur qui se produit comme à l'époque de Jacques Brel ou d'Édith Piaf avec un rideau de scène ou un fond noir derrière. Ils ont tous des chorégraphies, ils ont tous des images perpétuellement en mouvement, presque trop, même des fois à mon goût. Mais en tout cas, voilà, on remarque qu'il y a vraiment cette synthèse entre les arts et qu'il y a de plus en plus de gens qui collaborent, qui vont aller explorer ce qui se passe dans le domaine de l'autre et que les cloisons, puisqu'on parlait beaucoup tout à l'heure en début d'émission d'étiquette et de cloisonnement, bah, les cloisons sont vraiment en train de fondre pour arriver dans un espace plus ouvert et où il y a plus d'échanges entre les artistes, les créateurs et entre les gens, tout simplement. Il y a aussi beaucoup plus de plus en plus d'artistes qui font participer le public à leurs prestations. Attends, je vais boire un coup. Là, je vais tousser, il faut que j'aille boire un coup. Vas-y. Alors, en attendant que Manu revienne, je voulais parler aussi de quelque chose qu'on avait évoqué toutes les deux en pensant à ce qu'on avait envie de cibler comme croyance limitante, qui était le fait que souvent les gens croient que quand on est artiste, on est obligé, alors déjà d'en faire une profession. C'est pas vrai, il y a plein de gens qui sont créatifs,
ou artiste pour le plaisir de l'être et pas forcément avec le désir d'en faire un métier ou d'être exposé dans de grandes galeries. Donc, on peut très bien être créatif et ne pas, comment dire, se déclarer comme artiste ou comme créateur en tant qu'activité professionnelle ou activité professionnelle principale et garder ça simplement pour son plaisir, pour ses loisirs. Je pense à mon frère, par exemple. Mon frère est informaticien, mais dans la vie, il adore travailler avec ses mains. Il travaille le bois, il construit des choses, il bricole beaucoup dans la maison et tout ça, il le fait sur son temps de loisir. C'est sa manière à lui d'exprimer sa créativité. Pour moi, il n'est pas pour autant dénué de créativité parce qu'il n'a pas choisi d'en faire son métier. D'ailleurs, je suis sûre que dans son métier d'informaticien, il est créatif aussi à sa façon. Donc, c'était aussi quelque chose qu'on voulait mettre en avant avec Manu, c'est qu'on peut être créatif et choisir de ne pas en vivre, choisir d'être créatif pour le plaisir, choisir d'être créatif et ne pas exposer ce qu'on fait, ou seulement dans un entourage de proches, on va dire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui commencent comme ça, qui se mettent à la pâtisserie en faisant la cuisine et des gâteaux pour leur famille. Je racontais à Manu que moi, mes premiers contes, par exemple, je les ai écrits pour les enfants de familles, d'amis que j'avais. Et pour l'anniversaire des enfants, j'écrivais un conte. À l'époque, j'étais très, très loin d'imaginer qu'un jour, ces contes seraient édités, publiés et vendus. C'était juste un cadeau amical d'une famille à une autre. Et Manu, je suis sûre que toi aussi, tes premiers dessins, tu les as fait pour des personnes que tu aimes. Les premiers dessins, ouais, où je les ai, ouais, je les ai gardés, ils sont chez moi. Tu sais, comme les enfants, tu sais, on garde, on garde tous leurs dessins. Mais ouais, et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est voir la progression aussi, tu sais. Quand tu recules, que tu refouilles un peu dans tes placards, tu te dis: «Oh, je dessinais comme ça, waouh!» Moi, tu vois, j'ai dessiné les animaux en noir et blanc au début, parce que je trouvais que c'était plus facile que de mettre de la couleur, je sais pas. J'avais acheté des vieux, j'avais été chez Emmaüs et puis j'avais acheté des vieux livres, tu sais, de gravures anciennes où on voyait des animaux, et tout, et puis je recopiais au crayon de papier, les animaux, et ça, c'était assez drôle, quoi, tu vois? Et quand je revois ça, je dis: «Ouais, ça on change, quoi, on évolue et tout». C'est chouette, hein, de voir aussi, la progression et tout ça, et pour dire aussi que, bah, oui, on peut, créer, pour, son entourage et puis pour se faire plaisir, déjà. Parce que exprimer sa créativité, c'est aussi une satisfaction personnelle, avant tout, et toujours penser à soi quand même, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est vraiment, quand on est satisfait de soi, c'est quand même vachement important, quoi, et puis après, ben, on a le regard des autres, de notre entourage qui nous encouragent, et puis on fait pour eux aussi, les premiers quand tu as des enfants, tu as envie de créer pour eux, quoi. Tu as envie de leur faire des super gâteaux, tu sais, pour leur anniversaire, tu sais, tu es toujours, en train de chercher, le gâteau avec les bonbons dessus, des couleurs et tout, tu vois? Et puis, au parfum enfin, leur parfum préféré, au chocolat, machin. Donc ça aussi, c'est de la créativité, quoi, et eux en profitent, avant tout, puis c'est super, quoi. Après, bah, si tu veux, en faire ton métier, pourquoi pas, mais c'est pas obligé. Tu peux rester, toute ta vie, dans l'anonymat, de ton entourage, de ta famille, quoi, c'est tout, hein, et je Oui, trouve c'est ça, il ça n'y a bien. pas forcément besoin de cette reconnaissance sociale. On peut aussi Non. choisir de n'exposer, par exemple, que dans sa commune ou sur un tout petit périmètre, d'avoir un petit public, sans forcément chercher une audience nationale ou internationale. Après, si on a ce désir, on peut aussi faire ça. Mais pour moi, ça n'ôte rien au talent ou ouais, à la qualité de créativité de quelqu'un, qu'il ait une petite audience et qu'il n'ait pas choisi forcément d'en vivre. On voit d'ailleurs à l'inverse des artistes connus à un niveau international, où je trouve que la qualité de ce qu'ils créent n'est pas forcément maximale. Donc pour moi, c'est pas la visibilité ou ouais, l'audience, le fait que ce soit porté sur une très grande sphère publique qui est un gage de créativité. On le voit bien dans le domaine de la musique, par exemple. Il y a eu récemment la remise de prix aux Music Awards et il y avait plein de gens qui critiquaient en disant mais c'est pas normal, il y a plein d'artistes qui font des chansons et des textes de qualité qui n'ont même pas été cités, alors qu'en fait ceux qui ont reçu les prix, c'est ceux qui sont soutenus par des très grosses maisons. C'est vraiment plus qu'une entreprise commerciale. Donc il ne faut pas non plus faire l'amalgame entre ce qui est soutenu pour des raisons commerciales et ce qui a une
une vraie qualité artistique. Après, je ne dis pas que tout ce qui est commercial n'a pas de qualité, mais ce n'est pas forcément pour moi le seul gage. Le fait qu'un truc soit beaucoup vendu, pour moi, n'indique pas forcément qu'il est d'une haute qualité. Ouais. Non, en fait, c'est l'expression, de son essence, de sa nature qui donne la qualité à une œuvre, quoi. C'est vraiment c'est ça, quoi, parce que tu y mets de ton cœur là, tu sais, tu crées par, amour, par passion et c'est quand même ça qui ressort, moi, je pense, dans tes créations, tu vois? Et ça, c'est super important, quoi. C'est la base de la base, s'exprimer, par passion, c'est et puis, en toute simplicité. En toute humilité et voilà quoi. Voilà, et ça nous ramène à quelque chose que tu soulignais aussi tout à l'heure quand on parlait en privé, c'était le bien-être, le bien-être que ça apporte de créer, que ce soit à soi, que ce soit à celui qui reçoit la création ou qui en profite si elle est juste exposée dans la maison ou qui la reçoit en cadeau. Comme tu disais, ça met vraiment dans un état particulier quand on est en état de création. Je pense à un reportage que j'ai vu récemment sur un monsieur qui faisait de la photographie animalière. Ça rejoint un peu ce que tu fais et qui disait il y a plein de gens qui parlent de la, comment ça s'appelle, de la pleine conscience, des ateliers, des exercices qu'on peut faire pour atteindre la pleine conscience. Moi, ma pleine conscience, ma pratique de la pleine conscience, c'est quand je fais de la photo. Quand je suis là avec mes appareils, à l'affût d'un animal, j'oublie tout le reste. Je suis complètement centrée. Je n'ai pas besoin de faire du yoga ou d'autres pratiques. C'est comme ça que j'atteins mon état de pleine conscience. Et c'est vrai que souvent, l'artiste ou le créateur, c'est ce qui va toucher. Il va être tellement habité par ce qu'il est en train de faire. Et encore une fois, hein, ça peut être de la cuisine, ça peut être du jardinage, ça peut être de la couture, ça peut être de la déco, voilà, ça peut être de la céramique, n'importe quoi. Il va toucher, comme tu disais, ce cœur de son être où il est plus que dans l'instant présent, à ce qu'il est en train de faire, à ce qu'il a envie de faire, à comment ce processus est en train de se dérouler. Et ça aussi, ça fait du bien dans le monde d'agitation, de vitesse, d'effervescence visuelle, sonore, mentale où on vit, d'arriver comme ça à se créer une bulle où on est totalement aligné et totalement avec soi, en fait, en quelque sorte. Je trouve que c'est vraiment presque un luxe, un privilège, en tout cas vraiment un temps privilégié, je vais dire plutôt comme ça, un temps privilégié qu'on s'accorde et qui nous est bénéfique et qui du coup va être aussi bénéfique aux autres qui vont en profiter. Mmh. Ouais, c'est ça, ça calme ton mental, ça te recentre, ça te met dans le moment présent, voilà, c'est une thérapie. Après moi je conçois, hein, qu'il y en ait qui l'utilisent comme exutoire. Moi, c'est pas le cas. C'est pas du tout comme ça que je le vois, c'est juste une expression, une façon de m'exprimer et puis, de me faire du bien et puis, mais c'est pas pour ça que je vais me décharger sur ce que je fais, hein, non plus, hein. Mais, voilà, ouais. Mmh. Oui, et puis comme tu disais, il y a aussi tout le côté valorisation. C'est valorisant quand c'est reconnu par l'entourage, qu'on est encouragé dans sa pratique, qu'on reçoit des compliments, qu'il y a des gens qui manifestent leur désir, qu'on leur crée quelque chose sur mesure. Et puis, comme tu disais, il y a aussi la possibilité de constater son évolution. Si on a gardé des souvenirs, même si c'est des gâteaux, vous pouvez faire des photos de vos gâteaux pour comparer les premiers gâteaux que vous faisiez avec ceux que vous faites maintenant. Et on voit effectivement comment on a évolué, comment on a amélioré sa technique. Ah tiens, ça à l'époque je le faisais comme ça, maintenant je le fais plus du tout comme ça. Il y a comme un historique en fait de l'évolution où on voit que à force de travail, à force d'exploration, on revient encore à ça, à force de curiosité, eh ben, on a vraiment réussi à développer certaines compétences, certaines aptitudes techniques, esthétiques ou autres qu'on pourra, en plus, comme on l'a dit, réinvestir dans d'autres domaines de sa vie. Puisque, comme on l'a expliqué, être créatif, souvent, on ne l'est pas seulement dans un domaine, mais on va l'être dans tous les domaines de la vie parce que ça développe une espèce de souplesse d'esprit, une habitude, en fait, à tout le temps utiliser ce qui est là au moment où c'est là, qui peut nous être très utile dans des temps d'impermanence comme celui qu'on traverse aujourd'hui. Ouais, s'adapter, Alors, ouais, ça nous permet de nous adapter, ouais et de nous aider à passer les caps difficiles aussi, hein. Ouais, oui. c'est une bonne thérapie, du moment, ouais.
Alors, un bon exemple, c'est justement une des dernières créations de Manu. Je dis une des dernières parce qu'elle crée tellement que je crois que j'arrive même pas à suivre en temps réel tout ce qu'elle crée. C'est la suite de son jeu, L'animal ton guide, qu'on avait présenté dans une vidéo précédente. Tu me disais, Manu, que ça faisait 2 ans que tu avais créé ce jeu? Oui, le premier il est sorti il y a 2 ans, au mois de novembre et puis tu vois, j'ai ressorti celui-ci, le second volet, là, au mois de novembre aussi. Voilà, tu me disais que pendant le confinement, justement, tu avais beaucoup travaillé là-dessus. Et quoi de mieux pour un créatif que d'utiliser justement le temps du confinement qui peut être mal vécu par certains, qui peut être angoissant, qui peut être ennuyeux. Le créatif, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui s'ennuie jamais, de toute façon, parce qu'il trouve toujours comment s'occuper et toujours quoi faire. Et donc, toi, tu as travaillé sur une deuxième, comment je pourrais dire, un deuxième volet de ce Ouais. jeu, puisqu'il existait déjà. C'était un jeu avec des cartes. Il y avait 30 cartes, je crois, dans le premier, avec chacune un animal et un message de l'animal. Et là, donc, tu as choisi 30 autres animaux, c'est ça? 30 nouveaux animaux qui n'avaient pas eu, leur place dans le premier. Bon, en fait, c'est infini, tu vois? Je pourrais en recréer un troisième, un quatrième. Il y a tellement d'animaux qui me parlent, que j'ai envie de dessiner et tout, que fou, c'est donc là, bah, oui, j'ai refait la même chose, donc c'est hop, l'animal, ton guide 2. C'est 30 cartes, complémentaires, qui viennent, bah, oui, qui viennent compléter le premier et on peut acheter l'un sans l'autre, enfin bon, dans un ordre, on peut prendre le deuxième et puis le premier après ou prendre que le deuxième ou prendre que le premier, peu importe. De toute façon, c'est le même style, de dessin avec des petits messages en dessous, des messages positifs toujours et puis, voilà, avec plein d'animaux, un peu particuliers. Voilà, les Alors, est-ce coraux. que comme dans le premier, je me souviens que le premier, il y avait des animaux réels et des animaux fantastiques. Dans le premier, il y avait Ouais, le phénix, il y avait la licorne. Est-ce que là, ce sont uniquement des animaux réels ou est-ce qu'il y a aussi des animaux fantastiques ou j'ai le imaginaires? dragon. Attends, où c'est qu'il est? Ouais, tiens, tu vois? J'ai le dragon. Après, oui, il y a les insectes, il y a des mammifères, ouais, il y a un peu de tout, quoi. J'ai mis le Oui, c'est pangolin. ça que j'avais trouvé intéressant déjà dans le premier aussi, c'est que tu avais intégré dans le jeu des animaux pas forcément très populaires, hein. Il y avait l'araignée, il y avait effectivement certains insectes. Oui, Souvent, quand on voit des oracles avec des animaux, c'est toujours des animaux. Alors, c'est la panthère, le lion. Et puis toi, tu avais vraiment choisi d'intégrer des animaux un peu inattendus. le C'est quoi? crabe, Le un crabe, crabe, voilà. Ouais. ouais. Alors, comment Ouais, tu les non, choisis? Je crois que pour le premier, tu avais dit il se présentait à toi, plus ou moins. ouais, Il c'est visitait en toujours un rêve peu ça. ou... Ouais, en rêve ou bah, que je croise dans la nature ou je sais pas, sur un livre ou sur, internet ou voilà quoi, bon après tu vois, par exemple, là, c'était le scorpion, Oui, encore heu un animal pas super populaire, tu vois? non, là, le ragondin, bah, moi, j'en vois tout le temps, au canal, là, quand on va se balader, tu sais, et puis ils sont des fois, c'est des trucs aussi, des histoires que j'entends parce que le ragondin, par exemple, c'est mal aimé, quoi. Tu vois? Parce qu'il creuse, des trous dans la berge et les gens l'aiment pas et ici, il y a un peu la chasse au ragondin. Enfin, les gens qui ont des étangs, des trucs comme ça, ben, ouais, ils aiment pas le ragondin. Enfin, tu vois, j'explique pas ce qui se passe après, mais tu vois, des fois, ça m'énerve, quoi. Et ben, je dis: «Bah, je vais le dessiner, pour lui redonner, sa valeur, quoi, parce que tous les animaux sont indispensables, ont leur utilité et puis, qui on est, pour, juger, si l'animal-là, c'est un nuisible ou si il est, intéressant pour nous, machin, tout ça, tu vois? Donc c'est pour ça aussi que je mets en valeur, tous les animaux, même les moins aimés. Oui, d'ailleurs, je me souviens que tous les messages du jeu sont positifs, hein. C'est toujours des messages de sagesse, des messages bienveillants. Peut-être tu peux nous lire le message du scorpion ou du ragondin? Tu vois, là, là, c'est le pangolin, par exemple, tu vois? Ah, bah, voilà. Qu'est-ce qu'il nous Alors, dit le pangolin? il dit, «Ne joue pas les victimes. Aie confiance en toi, en ta force, en tes capacités. Incarne qui tu es avec fierté. Marche la tête haute, tu es protégé». Parole de pangolin. Super. Et puis alors, comme dans le premier, moi, ce que j'adore, c'est que ce sont vraiment des phrases très simples. On peut utiliser le jeu même avec des enfants. C'est Ouais, pas un long paragraphe qu'il va falloir décortiquer mentalement pour comprendre quel est le sens du message et ce que ça peut vouloir dire derrière. C'est à la fois très percutant et très concis.
Et c'est ce que j'avais bien aimé déjà dans le premier jeu. Donc, je suis contente qu'on retrouve ça dans le second. Ouais, et puis tu vois, c'est vrai que par rapport au retour que j'ai du premier, ça plaît beaucoup aux enfants en fait. Les dessins, tu vois, c'est coloré, c'est gai, et voilà quoi, mais il y a un petit gamin qui s'appelle Abel, là, un petit doudou là, et il me disait: «Il vibre ton jeu, Manu». J'ai trouvé ça trop drôle quoi, ça m'a fait plaisir quoi. Donc, pour ceux qui ont déjà le premier, je crois qu'ils peuvent acheter le deuxième et faire simplement la mise à jour en rajoutant les cartes dans l'étui qu'ils ont déjà, Oui, puisqu'il y ouais. a un étui Ouais, qui va avec. il se présente, tu sais, dans une Voilà, moi, ouais, je peux il y montrer a un parce que je l'ai aussi. Je peux montrer le mien. Voilà, moi, j'ai voilà, le 1. ouais, Et il moi y a j'ai le 2. effectivement un petit sac en toile Voilà, naturelle dans et lequel vous encore un pouvez petit ajouter sac, les cartes du deuxième. voilà, et après on peut l'emmener en balade dans la nature, tout partout, facilement transportable, et puis voilà. Et alors, pour ceux qui voudraient te le commander, par exemple, pour faire un cadeau de Noël, tu en as en stock? Oui, 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 ouais, ouais, j'en ai fait, imprimer, une quarantaine, et après, bah, je peux réimprimer par la suite, je fais D'accord. toujours une impression, coup par coup, quoi, après ça voilà, et il y a toujours des disponibles, quoi. Je suis jamais enfin, dès que j'en ai plus que quelques-uns, hop, je relance l'impression. C'est, Et un imprimeur alors, digital. comment ils font pour le commander? Ils te contactent comment? C'est sur ton site? C'est Alors du via ta coup, page Facebook? ouais, n'importe, sur mon site manuguimard.com, ou par ma page Facebook, en MP, et puis, moi je gère tout de toute façon, paiement par PayPal ou par chèque, ou par virement, c'est 25 €, et puis plus les frais de port, selon, ben, Selon le le pays, pays? quoi. Ouais, c'est D'accord. 3,88 € en France, voilà, Oui, et parce qu'il n'est puis pas très épais, hein, donc ça ne coûte pas non plus une fortune ouais, en frais de port. Il est pas lourd. non. Donc, à moins que vous soyez très loin dans le monde. Euh, En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est une belle idée de cadeau de Noël pour un enfant ou pour un adulte, puisque comme on le disait, ce sont des messages pleins de sagesse, donc vous pouvez même l'utiliser en famille. Et puis peut-être pour donner une idée juste de ton travail à ceux qui te découvriraient à travers cette vidéo, là, il s'agit d'animaux vraiment stylisés, dans un style un peu ethnique, mais tu fais aussi des portraits d'animaux très réalistes, hein. Moi, je dis toujours qu'ils ont l'air plus vivants que nature. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un portrait de votre animal ou d'un animal que vous aimez, sachez que Manu fait aussi ça sur mesure, comme elle l'a dit. Vous pouvez lui passer commande et vous trouverez sur son site et sa page Facebook des exemples d'animaux qu'elle a réalisés, aussi bien sauvages que domestiques. Moi, je trouve toujours que ces dessins, déjà, comme je disais, sont très réalistes. On a l'impression que l'animal va se mettre à parler ou à sortir de la feuille. Et en plus, ils ont vraiment une âme. Vous regarderez le regard de certains animaux qu'elle a peints. Je pense à des dessins qu'elle a fait avec des singes, les grands singes, les gorilles, les loups, y compris justement certains animaux pas forcément très populaires, auxquels tu donnes vraiment une expression Ouais, bah, d'amour, j'ai envie de dire. ici, c'est la hyène, tu vois, que j'ai, Ouais. derrière moi. Donc ça, c'est pareil, les gens, ils aiment pas la hyène et tout, mais moi, j'adorais ce regard qu'elle a et tout, enfin, elle me parle, quoi. Et attends, montre-nous comme tu as bougé, là, je vois qu'il y a un coussin aussi derrière toi avec un. Ouais, ouais, ça, oh, bah, c'est des dessins que j'avais faits, et puis que j'ai reproduits, tu vois, sur des coussins. Et Donc alors là, ça, tu as les gens peuvent les le commander aussi ou tu l'as fait que pour toi? non, je l'ai fait que pour moi, ça. Tu vois, il y a D'accord. le panthère, qui est là aussi, tu vois? Du coup, je sais pas si on va voir. Ah oui, on peut comparer la version papier. Ouais, voilà. Ça, tu vois, c'est chez moi. C'est, resté au mur, quoi. Ouais. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir l'univers de Manu, je vous remettrai comme d'habitude tous les liens vers son site, sa page Facebook, son contact sous la vidéo. En tout cas, merci Manu d'avoir parlé avec moi de créativité dans cette vidéo. J'espère qu'on vous aura donné envie, si vous n'osez pas vous lancer, de développer votre créativité si vous connaissez déjà votre domaine ou d'expérimenter quelque chose si vous avez envie de découvrir. Comme on vous l'a dit, il n'y a pas de euh, il n'y a pas de nécessité à devenir un artiste célèbre, il n'y a pas de nécessité à exposer dans des grandes galeries, ça ne demande pas de matériel particulier, ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers, tout ça, c'est vraiment des idées qu'on se met dans la tête. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, je crois que c'est vraiment ça la notion principale. Et puis accepter que tout ne soit pas réussi du premier coup, que tout ne soit pas abouti du premier coup. Euh, Pensez même à des artistes célèbres, pensez aux danseurs, pensez aux virtuoses musiciens.
ou même, comme je disais, à des domaines, je sais pas, comme la pâtisserie, comme l'ébénisterie. Souvent, c'est des gens qui ont des années et des années de travail derrière eux. Ils sont pas nés, oui, ils sont peut-être nés avec certaines facilités dans les doigts au départ, mais pas forcément. Mais en tout cas, ils ont souvent beaucoup, beaucoup travaillé pour améliorer leur technique et aussi pour apprendre justement à projeter leur âme, à projeter tout leur cœur quand ils créent quelque chose, que ce soit pour eux ou pour quelqu'un. Mmh. Voilà, bah, oui, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, juste, «Créer de vos mains, ça fait du bien», ça pourrait être un slogan. Ah ben voilà, on va en faire le titre de la vidéo. Et et puis laisser exprimer, ce qui est qui vous êtes quoi, ce qui est au fond de vous et tout, vous bridez pas, vous brimez pas, heu, parce que des fois aussi on a des tu sais quand on était enfant, on a eu des je sais pas moi, l'instit ou Des ton traumatismes. parents qui disent, «Ah, ah c'est pas trop beau là» ou je sais pas quoi, tu sais, ça t'a traumatisé à vie et du coup tu te dis: «Bon bah moi c'est pas pour moi, hein, je sais pas dessiner, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça», mais non, ça c'était, un jugement, à un moment et voilà, c'est pas forcément ce que ça vous reflète pas quoi. Ouais, Voilà, puis ne comme restez pas bloqué sur un jugement ouais, extérieur. Peut-être que ce qui a été critiqué à une époque aurait été encensé par quelqu'un d'autre qui l'aurait vu. Et pour autant que ça ne vous interdise pas de recommencer, faut pas, quitte même à, comme on l'a dit, hein, à faire un truc tout timidement dans son petit coin sans le montrer à personne parce qu'on a peur d'être critiqué. Mais au moins, vous le faites. Vous vous donnez le droit de réessayer et vous vous donnez le droit de rater. Et même si vous ratez, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire partie d'un atelier de peinture où on nous apprenait à ne jamais jeter une peinture. La philosophie de l'atelier, c'était que cette peinture faisait partie de notre histoire de peintre et donc on n'avait pas à déchirer ou à jeter une feuille. Elle restait dans le dossier avec toutes les autres. Et comme disait Manu, plus tard, avec le recul, on pouvait retrouver cette peinture qu'on avait considérée comme ratée à l'époque et se dire mais finalement, elle n'était pas si mal que ça ou ouais, elle n'était pas aboutie, mais là, j'avais déjà compris que c'était ça et ça qui me convenait, qu'en combinant tel et tel truc, je pouvais faire ça. On le voit en fait comme une étape d'un processus et puis comme quelque chose de raté. Et je pense que dans tout processus créatif, euh, ben, il y a un long passé d'expérience derrière. Je suis sûre que les cuisiniers, ils n'ont pas tous réussi leur première sauce, leur premier gâteau. Il y en a sûrement qui ont fait cramer des plats. Euh, il y a ce super proverbe hein, qui dit c'est en forgeant le fer qu'on devient forgeron. Je pense que c'est vrai dans tous les domaines. C'est en expérimentant et en expérimentant qu'on se développe. Même en pédagogie, on reconnaît maintenant que l'erreur est source d'apprentissage. En fait, on ne peut apprendre qu'en faisant des erreurs, parce que c'est en faisant l'erreur qu'on comprend que c'est pas comme ça qu'il fallait faire et qu'il faut essayer autre chose. Et donc, si on se met dans la tête qu'il faut tout réussir du premier coup tout de suite, et bien en fait, c'est se priver de cette légèreté déjà, parce qu'on va dramatiser dès qu'on va rater quelque chose, et puis se priver aussi du plaisir de recommencer, et ça, c'est bien dommage. mmh et puis, être créatif, c'est être autonome et l'autonomie, c'est super important, aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut vraiment, retrouver notre autonomie dans tous les domaines de notre vie et voilà. Donc la créativité, c'est enfin, ça va avec, quoi. D'ailleurs, je vais finir par un dernier exemple. Je me souviens que pendant le confinement, tu avais posté des messages sur ta page Facebook en expliquant qu'il n'y avait plus de commerce ouvert autour de chez vous, du fait que vous habitez à la campagne dans un endroit assez reculé. Et du coup, tu avais commencé à faire plein de plats avec des choses que tu trouvais dans la forêt, avec des salades, avec des herbes, avec des fleurs, bon, que tu utilisais déjà avant, je pense. Mais là, encore plus du fait qu'il n'y avait plus accès à toutes les autres matières qu'on pouvait acheter. En fait, oui, oui, ce qui a bon, c'était au printemps, là, c'est un peu plus compliqué, mais en cette période, mais c'est vrai que du coup, on s'intéresse à d'autres choses, quoi, parce que quand on est privé, ou quand on peut moins sortir ou tout ça, on va s'intéresser, à des vidéos sur, les plantes, sur, tout ça et puis, du coup, bah, on regarde, autour de soi, on dit: «Ah ouais, bah, ça se mange. Allez, on va goûter, on va essayer», tu vois? C'est assez intéressant et puis, en plus, c'est coloré, souvent ça change un peu, de texture, tu sais, par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger et ça, c'est encore plus intéressant, c'est chouette quoi, oser et tout ça, c'est bon après, faut faire attention, hein, tu vas pas manger n'importe quoi, mais voilà quoi. Voilà, donc on espère vous avoir convaincu d'être créatif, d'oser votre créativité, quelle que soit sa forme, quel que soit son rythme, quel que soit son support.
Si vous avez des témoignages que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo. Si vous avez envie qu'on vous reparle de créativité sous un autre angle avec Manu, n'hésitez pas non plus à poser des questions s'il vous semble qu'on a oublié des choses. On se fera un plaisir de vous retourner une vidéo. Mais là, on a surtout envie de vous inciter à mettre la main à la pâte et à… C'était comment ton super slogan? Créer Attends, de je vos sais mains? plus. Créer de vos mains, ça fait du bien. Voilà, créer de vos mains, ça fait du bien. On vous laisse avec ça. On vous souhaite de belles fins d'année et on vous attend en 2021 avec les photos ou le récit de vos créations. Merci Manu. Ciao. Belle fête de fin d'année.